Bonjour à tous chers amis du jeu vidéo, c'est Crash et Big Daddy. Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour une nouvelle émission, encore une fois c'est mieux Games, cette fois-ci consacrée au jeu Splinter Cell Conviction. Exactement, le tout dernier Splinter Cell que nous avons testé, que nous avons choisi voilà, de vous livrer pour une analyse sans concession et sémiologique de la part de notre part, hein, de la part de Big Daddy et de Crash. Exactement, comme vous pouvez le voir, j'ai pas encore fini le jeu, mais voilà, on a décidé de, sans plus attendre, de faire une vidéo vous présentant un petit peu les aboutissants et les remontants bien de ce jeu vidéo. Exactement, donc on va commencer avec une mission qu'on a particulièrement appréciée, que l'on trouve intéressante d'un point de vue sémiologique afin de décoder tout ce que les développeurs ont intégré de manière implicite dans leurs tests. Voilà, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup, puisque le non-dit fait aussi partie de notre boulot, hein. Il faut savoir que 95% de nos analyses que l'on vous livre sans concession c'est du non-dit, relève du non-dit et de l'implicite. Exactement. Donc on va passer rapidement cette séquence que l'on trouve pas forcément très intéressante. Donc cette mission que l'on a choisi de retenir, c'est une mission qui est à proprement parler une mission difficile, une mission âpre, une mission abrupte, qui relève à notre sens de ce que le jeu vidéo a livré de plus terrible au cours de cette dernière décennie. Est-ce que on peut passer cette séquence ou non? Je vous pose la question. Nous ne pouvons pas parce que le jeu, d'ailleurs on peut peut-être le notifier, a quelques petits soucis avec la manette Xbox 360. Je joue voilà, parce que finalement les difficultés que nous rencontrons font aussi partie justement des imprévus qu'un joueur peut rencontrer lorsqu'il se livre à un jeu vidéo comme celui-ci. Voilà, alors je sais pas si vous avez vu notre précédente vidéo Silent Hill, mais voilà, encore une fois on se retrouve devant l'homme qui regarde le miroir, qui se regarde et qui se cherche, puisque effectivement, magnifique. Voilà, c'est un homme qui avant tout se cherche, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, on a une nouvelle tendance qu'on a relevée dans les jeux vidéo, c'est cette tendance au retour sur soi, au repli sur soi. Et c'est cette tendance voilà, qui s'inscrit un peu avec les actualités en ce moment, hein, le repli identitaire par exemple, avec le phénomène de la burqa en ce moment. J'ai envie d'aller jusqu'ici, sans parler d'un sujet qui fâche. On a l'impression que le joueur doit se tourner vers lui et pénétrer un nouveau monde. Pénétrer comme cet objectif que nous fixe finalement le jeu dès le début. Dès le début, exactement. Et là on se retrouve dans un monde plein de vie. C'est aussi des autochtones du jeu vidéo. C'est des gens qui ont vécu, qui sont là, qui sont des PNJ à mort, qui ont voilà, aucune personnalité sinon celle de vivre et d'échanger avec le joueur. Et donc finalement c'est intéressant parce que on commence seul, on arrive face à des gens qui sont là, qui vivent exactement. Alors indépendamment de voilà, toute chose. là on a une petite, ça je pense que les développeurs y ont pensé et ça nous fait plaisir. Tonton Grammar, les célèbres papiers à mâcher, papier gomme, Tonton Grammar, bah c'est lui, c'est ce monsieur là. Alors c'est un hommage quelque part parce que nos lecteurs qui sont peut-être un peu plus jeunes que nous ne connaissent pas forcément ces exactement. Alors, si on peut situer chronologiquement... Là, il y a un battle, hein. Je sais pas si vous avez vu, il y a une espèce de battle de la rue. Est-ce que, donc... Un petit peu de danse, parce qu'on peut danser dans Splinter Cell. Exactement, c'est important pour nous, déjà, d'imposer notre style dès le début. On arrive en mission, on sent... Les ennemis sont là, ils sont parmi nous, ils sont cachés, on sort le flingue, on s'impose... On clash, un petit clash avec Monsieur Prison Break qui s'enfuit en courant d'ailleurs. Voilà, histoire de semer la panique, le trouble dans cette ville qui est vraiment absolument choquée par l'art contemporain. Et c'est vraiment ce style-là qu'on a voulu donner à cette vidéo. Alors là, ce qu'on a apprécié évidemment, c'est la destruction des décors en temps réel. On nous habitue aujourd'hui à des jeux vidéo qui ne le gèrent pas forcément, alors que les avancées technologiques sont bien évidemment là. Elles sont là, elles sont bien présentes. Nous, voilà, on a décidé de se consacrer à un jeu qui est finalement beaucoup plus loin, qui se situe beaucoup plus loin en termes chronologiques, sans vouloir sombrer dans l'anachronisme, d'un point de vue sémiologique, voilà. Pour nous, c'est plus intéressant de tester un jeu qui colle plus à la réalité de l'instant. C'est un jeu qui arrive là, qui est récent. Et on a décidé de se consacrer donc à l'analyse de toutes ces peintures. Et on arrive finalement au moment
intéressant du jeu, Voilà. c'est cette dimension historique. Voilà, alors moi je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser quelque part à un certain... Je me souviens plus exactement de son prénom, mais à un certain Gustus. Est-ce que ça vous dit quelque chose, mon cher Big Daddy? Un certain Gustus. Je pense que ce sont des tableaux de Gusto Radamic. Effectivement, c'était un peintre qui totalement dans la lignée, qui s'inscrit pardon dans la lignée de ces peintres hollandais. Vermeer, j'avais cité dans Silent Hill. J'aurais pu citer bien sûr Debussy aussi, qui voilà, on sent quand même. Voilà, on peut. Bah alors, vous aviez tout à fait raison, mon cher Big Daddy, c'est bien Gustus Radamis, on peut le voir ici. Donc 1700. Ah, il me semble que c'est 1730, 1700. Je ne sais plus, il me semble qu'il a pas 1942. 1755. Vous étiez à côté voilà. de la plaque. Non, non, mais vous n'étiez pas loin. Vous n'étiez pas alors loin. effectivement, derrière cette prosopée, j'ai envie de dire, de ce défilement, cette misogynie, hein. cette misogynie, cette mise en abîme de toutes ces peintures qui servent de décor finalement à l'action centrale, aux péripéties de notre protagoniste, on a à côté de ça du design qui n'est pas sans rappeler l'art nouveau, l'art nouveau, le rococo, le Corbusier, là clairement dans ces fauteuils, le Corbusier, l'aménagement de l'espace, l'aménagement de l'espace, on retrouve les 5 principes phares du Corbusier qui sont bien sûr la terrasse, les poutres directrices et tenantes et aboutissantes. Et poutre apparente surtout. Apparente surtout. Si on peut se diriger maintenant dans la continuité vers les objets métalliqueux. Alors oui c'est problématique de casser des objets qui finalement ne sont pas fusil à pompe proof. Est-ce qu'on peut s'avancer s'il te plaît? Oh, on a vu un bug là. Regardez la lampe torche qui traverse le mur. Est-ce que c'est ici une volonté des développeurs? Oui, peut-être. Oui, puisque ces hommes pénètrent notre subconscient qui est représenté par cette amalgame, cette prosopée, cette kyrielle de peinture de Radamatic qui représente l'inconscient du joueur. Et là on est comment dire préempté par des individus de sexe masculin dotés d'un desert eagle meurtrier qui viennent assaillir cette conscience. On est clairement dans une représentation de notre rapport sociologique au travail. Alors on va continuer puisque voilà on est face à Radamatic. Ce qu'on voulait aussi vous dire de très important, c'est aussi les anachronismes qu'on a relevés dans ce jeu. On a des peintures du 18e. La figure du fantôme, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais Sam Fisher disposait d'un fantôme fantomatique. Est-ce que ici c'est encore une fois une réponse des développeurs à cette idée que la mort, bah, finalement c'est un petit peu la vie? On est dans une boucle temporelle. Exactement. On est dans une boucle temporelle. Et ce que je voulais un dire jeu qui plante aussi, avant que vous m'interrompiez, mon cher Crash, c'était justement le fait qu'on ait relevé très sincèrement tous ces anachronismes. On a les peintures, on a les coupes sur votre droite que vous avez pu voir assez rapidement, qui relèvent du mérovingien. Et on a le mérovingien Matrix. Et d'ailleurs ce musée me fait penser à Matrix épisode 2, le Matrix Reloaded, donc Reloaded. Oui, excusez-moi. Alors juste un petit souci de réalisme. Je viens de recharger, voilà, les chargeurs sont là, les chargeurs sont présents. Encore une fois, bah là on est dans le contraire du fantomatique, on est dans la présence pure, dans l'esprit. Dans la présence, dans la réalité, dans l'incarnation, dans le matérialisme. Ce qu'on veut vous dire, c'est sentir l'appréhension qu'on a à confronter le réalisme et le matérialisme. C'est-à-dire que, voilà, on a deux univers de choc qui se confondent, à la manière de Silent Hill 2 avec le choc sino-américain. On a cette confrontation perpétuelle entre le réalisme et la présence matérielle et ce lien fantomatique que l'on entretient avec un autre soi-même. Parce que c'est un autre. Exactement, alors ce lien fantomatique on le retrouve ici dans la peinture avec cette espèce d'énergumène blanchâtre, un albinos. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Un albinos qui se retrouve encerclé par cette populace très acerbe, cette populace abrupte, forte. Regardez-moi ce beau bras frauduleux, ce bras perfide qui est blanc, qui est jaune, la couleur du jaune, la perfidie, la fourberie, la tromperie, le chinois. Derrière, on aurait pu aussi voir une statue
de aztèque, une statue aztèque avec excusez-moi, une mon espèce cher de Big dieu Daddy, je ne l'ai romain. pas vu. Où ça? Là, une statue. Là, sur votre gauche, tout droit, une statue aztèque, magnifique. aztéco-romaine. Alors, je pense que c'est voilà, le point levé qui n'est pas sans rappeler le communisme et l'international. Ah. Alors moi je relate ici quelque chose de plus sexuel, mon cher. Alors j'ai peut-être l'esprit un peu mal tourné. Ah, je ne sais pas, peut-être qu'il dispose d'un très très grand pénis. Effectivement, c'est quelque chose sur laquelle nous allons nous pencher, plus particulièrement. Ces couilles acerbes qui rappellent l'acuité. Mais c'est un jeu qui a des couilles, hein. On va pas se mentir, c'est un jeu qui montre les choses, qui ne les cache pas. Qui ne les cache pas, qui ne les cache pas. Mais pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi ce traité un peu symbolique des bras et cette chute du lustre qui n'est pas sans rappeler la chute de la conscience. Et la chute du mur de Berlin. Et exactement. La prise de la Bastille. De la Bastille. Et de la Bastille. Exactement. Un nouveau tableau, encore une fois. On est toujours dans le néoclassicisme. Dans le néoclassicisme. De belles peintures, de belles lumières. Il semble que voilà, ce qui est intéressant. On est plus dans la Renaissance. On vient de quitter le Corbusier, c'est-à-dire que on a une décroissance temporelle dans ce film qui est absolument flagrante. Une décroissance totale. C'est-à-dire qu'on revient à l'origine du monde. On revient à l'origine du monde. Alors ces bouteilles de champagne, ce design des années 70, on fait un retour dans le temps. On est un peu le Marty McFly du jeu vidéo. Tout en maîtrisant le temps. Et c'est remarquable, cette maîtrise du temps. Ce slow motion, ce slow-mo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, mon cher Crash, sur cette préemptation du slow-mo? Alors le slow-mo, d'où est-ce que ça vient tout d'abord? On va commencer par en parler. C'est d'abord le célèbre Matrix. J'en reviens encore une fois à ce célèbre aussi. Exactement, le premier Matrix qui a été frères créé Tchaïkovski. Tchaïkovski. Exactement, comme le compositeur, russe, autrichien, excusez-moi, qui avait préempté à Debussy certaines de ses œuvres. Mais voilà, c'est on va un petit peu loin là, mon cher Big Daddy. Mais donc d'abord, voilà, en termes de film, c'est d'abord Matrix, et puis en termes de jeu, c'est le célèbre Max Payne, premier du nom, qui avait apporté le Bullet Time. Exactement. Un jeu tout à fait fascinant, un jeu tout à fait. Alors rendons à César ce qui appartient à César. Je pense qu'on peut davantage parler d'inspiration John Woo-ienne, puisque Matrix avait repris justement cet effet slow-mo. Ah, vous pensez? Oui. Je prosodie, j'en conviens. Attendez, excusez-moi. Je comprends. Voilà, on sent que dans cette absence complète de rafale, dans la manière de tirer, on sent l'impatience du joueur. On sent, voilà, sa volonté pour lui de profiter rapidement de tous les plaisirs, de cette espèce d'épicurisme néo-dortal, enfin j'ai envie de dire retour aux origines. Quand je parlais d'anachronisme, de retour au futur, de retour au passé, pardon, on revient aux origines de l'homme, à sa primarité, à sa primitivité. C'est-à-dire que l'homme est courbé. Il est courbé, tel un singe, tel un bonobo, tel regardez, est-ce qu'on peut remarquer quand même le prognatisme de Sam Fisher, hein. C'est-à-dire que son front, entre le début du jeu et la fin du jeu, on sent qu'il est beaucoup plus prognate. Ouais, et d'ailleurs, il y a une référence à Stargate, un célèbre épisode de Stargate, hein. La porte des étoiles qui se trouve au-dessus de nous, encore une fois, les étoiles. Les étoiles, le Big Bang, on est aux origines du monde. Exactement, et puis à l'instinct du prédateur, parce que qu'est-ce que Sam Fisher sinon un prédateur, je vous demande, mon cher Big Daddy. Exactement, c'est un excellent parallèle que vous venez d'établir. Et on sent que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les ennemis ont cette capacité à avoir la lumière, apportent la lumière. Donc on se retrouve comme un prédateur dans la nuit, courbé, renvoyé à notre plus grande animalité, instinctif, presque instinctif, hein, avec ce ghost, ce fantôme qui nous suit, et ces ennemis qui sont habités de lumière. La lumière qui fait opposition évidemment à l'ombre, et ici on a une très belle exploitation de l'ombre, absolument magnifique. Je crois qu'on va terminer là-dessus. On va conclure sur cette image, sur ce retour aux origines, qui ne devant un tableau tout à fait magnifique, la corde de proue par Albert Camus en 1755, il me semble que c'est bien cela. Absolument, hein. Et c'est d'ailleurs été retrouvé dans les grottes de Lascaux, et ça ne fait que revenir et étayer notre sentiment
premier précoce premium qui était celui de Retour aux origines. Exactement. À bientôt mes chers auditeurs, c'était une vidéo présentée par Crash et Big Daddy. Au revoir.